La brume matinale enveloppait les pentes du massif des Écrins, dans le sud-est de la France, teintant de gris les pics acérés qui se dressaient comme des lames contre le ciel. 4 ans après la disparition de la dernière expédition en 1990, les récits concernant les alpinistes, Julien, Marc, Isabelle et Thomas, circulaient encore dans les villages voisins, chuchotés par les habitants et consignés dans de vieux journaux. Le vent portait des rumeurs selon lesquelles les montagnes recelaient des secrets qu'il ne fallait surtout pas percer. François Lemoine, pilote du LM et aventurier de longue date, survolait la vallée comme chaque été, photographiant le paysage préservé et les sentiers empruntés par les alpinistes des décennies auparavant. Il était trop tôt pour que les touristes soient levés et le calme des airs lui procurait un sentiment de liberté rare. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une lumière pâle et erratique émanait d'une des falaises les plus isolées, précisément sur le chemin suivi par les disparus 15 ans plus tôt. Ce n'était ni le reflet du soleil, ni celui d'une pierre scintillante. Cela semblait vivant. Au sol, Marie Dubois, la gérante de la petite auberge du village, s'affairait à ranger les provisions, ignorant que François allait bientôt se confronter à un mystère ancestral. Elle se souvenait parfaitement de l'époque où les 4 jeunes gens s'étaient lancés dans leur ultime ascension. Chacun nourrissait des rêves différents. Julien, le meneur né, ambitieux et méticuleux. Marc, l'observateur silencieux. Toujours soucieux de la sécurité du groupe, Isabelle, intrépide, qui bravait les conventions de genre dans les ascensions périlleuses, et Thomas, le plus jovial, doté d'un don presque surnaturel pour lire le terrain et prédire les changements de temps. Ce matin-là, François remarqua que le point lumineux changeait de position tandis qu'il pilotait son ULM. Intrigué et impatient, il décida de s'approcher, sentant l'adrénaline monter en flèche sous l'effet du vent violent qui poussait l'appareil. À travers les nuages bas, il aperçut quelque chose d'inexplicable. Une petite structure de fortune faite de branches, de bâches déchirées et de fragments métalliques qui luisaient dans la lumière diffuse de l'aube. L'objet semblait inerte, mais la régularité de ses contours suggérait une forme d'intelligence, comme si quelqu'un avait pris la peine de construire quelque chose là, dans un isolement total. François atterrit dans une clairière improvisée, à quelques mètres de là, le cœur battant la chamade. Chaque pas qu'il faisait vers la structure rendait le silence de la montagne plus pesant. Il remarqua des marques au sol, des empreintes humaines récentes, mêlées à d'anciens sentiers laissés par les disparus. L'air avait une odeur étrange, métallique et humide, qui lui donna des frissons. Pendant ce temps, dans le village de Valouise, la nouvelle qu'un pilote avait aperçu quelque chose d'étrange sur la montagne se répandit rapidement. De vieilles histoires refirent surface. Des cris qui résonnaient, des lumières inattendues sur les pentes, des silhouettes furtives aperçues par des alpinistes solitaires. Mais personne n'avait trouvé de preuves concrètes, et la crainte de raviver d'anciennes tragédies tenait beaucoup de gens à l'écart de la région. François, déterminé à immortaliser la découverte, ouvrit son sac à dos et en sortit appareil photo et matériel de tournage. Chaque déclenchement capturait l'étrange luminosité et les détails de la structure improvisée. Ce qui s'y trouvait n'était pas un simple vestige du temps. Cela semblait récent, comme si la montagne elle-même recelait les secrets d'une survie extrême, auxquels avaient été confrontés ceux qui avaient osé défier ses limites 15 ans plus tôt. Le vent apporta un nouveau son, un craquement, suivi d'un murmure étouffé. François se figea regardant autour de lui, ne voyant que des rochers et de la neige. Mais son instinct lui disait qu'il n'était pas seul. Un frisson lui parcourut l'échine, une présence, humaine ou non, l'observait. La tension monta à mesure qu'il approchait de l'entrée de la structure de fortune, réalisant que chaque détail pouvait révéler l'histoire des disparus, ou quelque chose d'encore plus troublant. Cette aube allait marquer le début d'un mystère hors du temps, reliant passé et présent, courage et désespoir, survie et énigme. François l'ignorait, mais ce qu'il allait découvrir dans ce lieu isolé de France allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi la perception que chacun a de ce que signifie affronter la montagne.
La vallée de Valouise s'éveilla au son de bruits subtils, mêlant nature et vie humaine. Le cliquetis des outils à l'auberge, le meuglement lointain des vaches paissant dans les champs, le vent balayant les sommets enneigés des écrins. Au milieu de ces sons, la présence de la montagne se faisait sentir, imposante et indifférente. Chaque pierre semblait porter un souvenir, chaque ombre recelait des histoires que nul n'osait explorer. C'est dans ce cadre que François Lemoine évolua, oscillant entre curiosité, peur et l'adrénaline de se trouver face à l'inexplicable. François n'était pas qu'un simple pilote d'ULM. C'était un homme habitué à la solitude, à l'observation méticuleuse et à l'analyse du moindre détail du terrain. Son expérience des vols au-dessus des régions montagneuses de France lui donnait l'impression de ne faire qu'un avec l'air, chaque manœuvre de l'ULM s'exécutant avec une précision quasi instinctive. Mais ce qui l'attendait ce matin-là ne pouvait se résoudre par la seule technique. Il lui faudrait du courage, de l'instinct et la capacité d'affronter l'inconnu. Au village, Marie Dubois préparait le petit déjeuner pour les clients de l'auberge et pensait aux disparus, dont le souvenir était encore empreint d'un mélange de crainte et de respect. Elle connaissait la montagne comme sa poche. Chaque sentier, chaque falaise, chaque crevasse enneigée dissimulant des ravins dangereux. Marie y avait grandi, apprenant dès son plus jeune âge à respecter la force de la nature et les limites humaines. Son rôle ne se limitait pas à accueillir des visiteurs, il s'agissait de protéger des vies et de préserver les récits. Son instinct lui disait que l'apparition de François n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose d'ancien était sur le point de ressurgir. Parallèlement, les archives historiques locales, relatives à l'expédition de 1990, ont révélé des aspects méconnus du groupe disparu. Julien, le chef, pratiquait l'alpinisme depuis l'adolescence, mais nourrissait une véritable obsession pour les défis proches de l'impossible. Marc, l'observateur discret, possédait un don pour les calculs précis et la lecture de cartes, anticipant souvent les risques que d'autres ignoraient. Isabelle bravait non seulement les dangers de la montagne, mais aussi les conventions sociales, sa détermination l'emportant souvent sur toute hésitation. Thomas, doté d'une intuition quasi surnaturelle, percevait les changements subtils du temps et du terrain, anticipant les glissements de terrain ou les tempêtes avant même qu'ils ne se produisent. Ces caractéristiques n'étaient pas seulement historiques, le récit commençait à s'entremêler au présent. L'ULM de François survolait les itinéraires empruntés par les disparus, et chaque point qu'il observait semblait faire écho à des décisions passées, un mauvais choix au bord d'une falaise, du matériel mal positionné, une hésitation qui aurait pu tout changer. Les montagnes recelaient non seulement les corps, mais aussi les leçons non apprises, des souvenirs qui se matérialisaient dans la lumière blafarde et les abris de fortune que François découvrait. Le décor lui-même était un personnage à part entière. Les pentes des écrins n'étaient pas de simples obstacles physiques. Elles façonnaient les comportements et mettaient les limites à l'épreuve. Rochers glissants, sentiers étroits, vents traîtres et changements météorologiques soudains imposaient des choix rapides. Chaque faux pas pouvait être fatal, ce qui maintenait le lecteur en haleine. François, malgré son expérience, ressentait la pression de l'environnement. La montagne dictait le rythme, imposait des risques et exigeait des réactions immédiates. L'histoire ne se limitait pas à François et Marie. D'autres personnages secondaires commençaient à apparaître. Pierre, le garde forestier, qui connaissait chaque grotte et chaque méandre du terrain. Anne, la journaliste curieuse, qui suivait des indices historiques et de vieux documents pour tenter de reconstituer les événements de 1990. Et Luc, alpiniste à la retraite et ami de Thomas, qui gardait des souvenirs précis de la dernière expédition. Chacun apportait un point de vue différent, mais tous étaient liés par un même thème central, la survie et le mystère que la montagne recelait depuis des années. Tandis que François explorait la structure de fortune, des détails révélaient la vie que les disparus avaient tenté de mener. Des restes d'ustensiles, des traces de feux de camp, des agencements de pierres formant des symboles énigmatiques. Il était clair que la survie exigeait une adaptation extrême,
une intelligence et une force mentale hors du commun. Parallèlement, la scène reflétait le passage du temps, des éléments dégradés, des marques d'érosion, des traces d'animaux sauvages. Tout indiquait que la nature cherchait à effacer les traces humaines, mais celles-ci persistaient comme des témoins silencieux. Les interactions entre les personnages se déroulaient naturellement, sans long préambule. François échangeait quelques mots avec Marie sur les sentiers et la météo, tandis que Pierre, connaissant l'histoire du lieu, manifestait une inquiétude contenue. Anne, posant des questions objectives, analysait les indices, tout en restant attentive aux dangers. Luc, fort de ses souvenirs vivaces, faisait le lien entre la réalité et ce qui se révélait, suggérant des schémas que seul un connaisseur de la montagne pouvait percevoir. La culture et l'histoire locale imprégnaient également le récit. Légendes de bergers, récits d'explorateurs français, traditions de survie alpine et rituels de respect envers la montagne. Ces détails enrichissaient le cadre et influençaient les décisions des personnages. Itinéraires choisis, durée de l'ascension, méthode de signalisation et précautions à prendre face aux orages soudains. La montagne et son histoire façonnaient les comportements, créant un monde cohérent et crédible. Le suspense s'intensifiait à mesure que François documentait la structure, remarquant des schémas qui laissaient supposer une intelligence hors du commun et une planification minutieuse. Chaque découverte soulevait de nouvelles questions. Qui avait survécu? Comment avait-il réussi à rester caché si longtemps? Quel secret recelait le terrain? Le lecteur sentait la vérité à portée de main, mais elle demeurait encore nimbée de mystère. Au terme de cette exploration approfondie, le lecteur connaissait les personnages, comprenait leurs motivations et leurs capacités, ressentait le poids de la montagne et réalisait que l'histoire de survie qui semblait s'être terminée en 1990 résonnait encore, avec des vies et des destins entremêlés par 15 années de silence et de secret. François ajusta l'objectif de l'appareil photo, le cœur battant la chamade. La structure de fortune au sommet de la falaise lui paraissait plus complexe à mesure qu'il s'approchait. Des branches entrelacées, des bâches déchirées et des fragments de métal disposés selon des motifs presque rituels suggéraient que quelqu'un y avait vécu, isolé pendant des années. Mais qui? Et pourquoi? Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence de la montagne, et le crissement de la neige sous ses bottes semblait amplifié par le vide environnant. En explorant l'intérieur, François remarqua quelque chose d'inattendu, des traces de sang séchées, des marques d'outils et de petits ossements, probablement d'animaux, soigneusement empilés. Il était évident que les survivants n'avaient pas seulement lutté contre les éléments, mais avaient aussi mis au point des techniques de survie inimaginables. Il consigna tout, mais le sentiment d'être observé s'intensifiait à chaque instant. Le vent portait des murmures indistincts, comme si la montagne elle-même murmurait d'anciens secrets. Depuis le village, Marie observait avec inquiétude par la fenêtre de l'auberge. Son instinct lui disait que François ne devait pas être seul dans cette région. Elle savait que les pentes des écrins pouvaient devenir mortelles en quelques minutes, avec des glissements de terrain, des avalanches et des orages soudains. Pierre, le garde forestier, accourut, apportant des cartes détaillées de la région et des avertissements concernant les zones instables. La tension montait. La découverte de François risquait de déclencher une série d'événements auxquels personne n'était préparé. Pendant ce temps, Anne, la journaliste, explorait les archives du village à la recherche de toute trace des disparus de 1990. Elle y découvrit des journaux intimes et des lettres révélant des tensions au sein du groupe, des désaccords sur l'itinéraire à suivre, une méfiance envers le chef Julien et des signes de peur face à une tempête imminente que personne n'avait prévue. Ces détails renforçaient l'idée que la survie exigeait bien plus que des aptitudes physiques. Elle nécessitait aussi de la ruse, du courage et la capacité de prendre des décisions radicales dans des moments critiques. Sur la paroi rocheuse, François découvrit des traces de communication improvisées,
des signes tracés avec des pierres, des messages cryptés dans des agencements de branches, sans doute des tentatives pour avertir ou guider de futurs explorateurs. Mais quelque chose clochait. La logique de ces marques ne correspondait pas au schéma connu des alpinistes, et chaque tentative de déchiffrement soulevait plus de questions que de réponses. La présence d'un observateur invisible se fit plus concrète lorsque des ombres se déplaçaient entre les rochers, sans forme définie, disparaissant au moindre signe d'approche. Le conflit s'intensifia lorsqu'un orage soudain éclata sur la montagne. François, pris au piège entre la falaise et son ULM stationné, dut improviser un abri. Des éclairs zébraient le ciel et des rafales de vent menaçaient de l'emporter à tout instant. Chaque décision, grimper, descendre, se mettre à couvert, comportait un risque extrême. Le lecteur ressentait l'urgence et le danger à chaque ligne, suivant la tension croissante et l'impact physique et psychologique sur le protagoniste. Du côté de Marie et Pierre, l'inquiétude grandissait. Ils connaissaient bien les lieux, mais rien n'aurait pu les préparer aux difficultés engendrées par la tempête et à la présence d'un élément inconnu sur la montagne. Ils organisèrent une opération de sauvetage, mais chaque minute perdue augmentait le risque. Anne tenta de recouper les informations de François avec d'anciens témoignages, remarquant des similitudes qui laissaient penser que les disparus avaient peut-être été contraints de prendre des décisions extrêmes pour survivre. Alors que la tempête faisait rage, François découvrit des indices laissant penser que les hommes disparus s'étaient séparés en cours de route. Des fragments de matériel retrouvés dans des lieux éloignés suggéraient des itinéraires divergents, des choix désespérés faits pour échapper à des menaces invisibles, peut-être des avalanches, peut-être d'autres facteurs inconnus. Chaque découverte attisait le suspense. Il n'explorait pas simplement les environs, il tentait de percer une énigme vieille de 15 ans, et chaque étape pouvait révéler la survie ou l'échec du groupe initial. Les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler au conflit principal. Luc, l'alpiniste à la retraite, reçut des nouvelles de François et reconnut aussitôt des schémas que seul un témoin de 1990 pouvait déceler. De petits détails, apparemment insignifiants pour le commun des mortels, révélaient des stratégies de survie sophistiquées et des décisions prises sous une pression extrême. Le lecteur comprit que le mystère n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Jusqu'où l'esprit humain peut-il endurer face à l'isolement, la faim et un danger constant? La pression s'intensifia lorsque François comprit que la structure de fortune n'était pas inhabitée. Des mouvements furtifs dans l'ombre laissaient deviner que quelqu'un ou quelque chose l'observait, apprenait de ses moindres faits et gestes et y réagissait. Chaque tentative d'approche accroissait le risque, et le récit traduisait la peur réelle de François sans avoir besoin de longs monologues. Survivre ne se résumait plus à se nourrir et à s'abriter. Il fallait désormais faire preuve d'intelligence, d'observation, et avoir le courage d'affronter l'inconnu. Depuis le village, Pierre et Marie organisèrent le soutien logistique. Vêtements chauds, cordes, lanternes et provisions furent préparés pour parer à toute éventualité. Anne consigna tout, analysant les liens entre le présent et les archives de 1990. La tension narrative s'exerçait à plusieurs niveaux. François, au bord de la falaise, face au mystère. Le village, aux prises avec les conséquences de la découverte. Et le passé, qui s'immisçait dans le présent. Au fil de la journée, François commença à remarquer des schémas suggérant que les disparus avaient peut-être laissé des messages intentionnels à retrouver. Des signes d'intelligence et de planification extrême, des traces que seul un observateur attentif pouvait déchiffrer. Chaque découverte complexifiait le problème. Il ne s'agissait plus seulement d'explorer une structure abandonnée, mais de comprendre les décisions humaines prises sous une pression extrême et d'interpréter des signes qui défiaient toute logique conventionnelle. À la fin de la journée, la tempête commença à se calmer, mais le danger demeurait. François devait choisir entre retourner au village avec des informations partielles ou s'aventurer plus profondément dans la montagne, où les risques augmentaient de façon exponentielle. Chaque choix avait des conséquences directes sur sa survie
et sur la résolution de ce mystère vieux de 15 ans. Le lecteur ressentait la tension croissante et l'urgence du moment, réalisant que le conflit devenait à la fois intérieur et extérieur. François luttait contre la nature, l'inconnu et le temps. François demeurait sur le versant, le vent de l'après-midi mêlant à l'odeur de la neige humide et de la végétation alpine. La lumière du soleil filtrait à travers d'épais nuages, projetant des ombres qui semblaient danser sur les rochers. Chaque détail de l'abri de fortune semblait dissimuler bien plus que des signes de survie. Il portait des messages codés sur les décisions, les sacrifices et la survie à l'extrême. Mais la présence de François n'était pas passée inaperçue. Quelque chose ou quelqu'un l'observait avec précision et patience, scrutant chacun de ses pas. Au village, Marie et Pierre étaient eux aussi confrontés à une tension palpable. Organiser une expédition de sauvetage improvisée était risqué. Sentiers dangereux, changements météorologiques soudains et l'imprévisibilité des écrins rendaient chaque plan périlleux. Marie étudiait les cartes, surlignant les itinéraires alternatifs et les abris potentiels, tandis que Pierre évaluait le terrain et les dangers cachés. Chacune de leurs décisions pouvait sauver ou perdre des vies, celle de François, comme celle de toute autre personne réfugiée dans la montagne. Anne, la journaliste, a recoupé d'anciennes données avec des rapports récents, tentant de reconstituer le puzzle de la disparition de 1990. Parmi des lettres jaunies, des extraits de journaux intimes et des témoignages d'amis et de proches, des histoires parallèles ont émergé. La peur silencieuse de Marc face à la tempête, l'obstination d'Isabelle à repousser les limites, l'optimisme risqué de Thomas et le leadership décisif de Julien. Chaque détail a enrichi le récit d'une dimension émotionnelle et psychologique, révélant non seulement ce qui s'était passé, mais aussi pourquoi. Entre-temps, François découvrit que la structure de fortune n'était pas qu'un simple abri. De petits compartiments dissimulaient des ustensiles, des rituels d'organisation et les signes d'une vie qui exigeait une routine extrême pour survivre. Il comprit que les disparus avaient affronté non seulement les éléments, mais aussi un défi invisible, l'isolement total, le froid extrême et la nécessité de stratégies de survie méticuleuses. Chacun de leurs gestes laissait des traces calculées, comme s'ils avaient anticipé l'arrivée d'un explorateur des années plus tard. La pression du temps s'intensifia naturellement lorsque François réalisa que le jour déclinait rapidement et qu'une nouvelle tempête approchait. Il devait décider s'il poursuivait l'enquête ou s'il cherchait un abri sûr. La tension était palpable. La montagne, qui représentait déjà un danger physique, symbolisait désormais une véritable échéance temporelle, l'obligeant à prendre des décisions rapides et stratégiques. Chaque choix avait des répercussions sur le conflit principal et les intrigues secondaires. La possibilité de trouver des survivants ou des indices supplémentaires dépendait d'une action immédiate. Au sein des intrigues secondaires, des dynamiques se sont tissées entre les personnages. Luc, l'alpiniste à la retraite, a décidé d'accompagner Pierre sur un itinéraire alternatif, lui apportant une connaissance directe de l'expédition originale. Ces récits ont révélé des détails inédits, des points de détour, des rochers servant de repères naturels, de petites grottes utilisées comme abris temporaires. Chaque détail semblait insignifiant, mais, mis bout à bout, ils ont tissé un réseau d'indices reliant habilement passé et présent. Parallèlement, Anne était confrontée à des dilemmes éthiques. Publier des informations prématurées risquait de mettre François en danger. L'intrigue journalistique sous-jacente ajoutait une tension supplémentaire, explorant non seulement la survie physique, mais aussi la survie informationnelle. Que fallait-il révéler, quand et comment, afin que chacun puisse saisir l'ampleur du mystère sans déclencher de tragédie? François découvrit des indices montrant que les disparus avaient mis au point un système de communication rudimentaire. Des pierres peintes, de petits symboles et des agencements de branches leur servaient de cartes, d'avertissement ou d'instruction. L'interprétation de ces codes exigeait patience, vivacité d'esprit
et une capacité à appréhender intuitivement le terrain, des qualités que seul un aguerri aux hautes montagnes pouvait maîtriser. Cette découverte ajouta une dimension intellectuelle au conflit, révélant que la survie ne se résumait pas à la force physique, elle requérait intelligence et sens stratégique. La montagne, tel un personnage invisible, commença à interagir simultanément avec toutes les intrigues secondaires. Changements climatiques abrupts, crevasses naissantes et passages glissants influencèrent les choix de François et du village. Chaque pas sur ce terrain accidenté reflétait des risques réels et immédiats, soulignant que la survie était une équation complexe où chaque variable, humaine ou naturelle, avait un impact direct sur l'issue. Tandis que François examinait plus attentivement la structure de fortune, une ombre se mit à bouger. Il comprit qu'il n'était pas seul, confirmant ainsi l'hypothèse qu'il avait tenue en alerte depuis le début. L'observateur invisible semblait comprendre ses agissements et réagir de manière stratégique. La tension monta d'un cran. Survivre impliquait désormais des interactions imprévisibles avec un autre être, rendant chaque décision plus cruciale. L'impact émotionnel des intrigues secondaires s'intensifiait. Luc partageait des souvenirs de Thomas et Julien, révélant des liens d'amitié profonds et des choix désespérés faits sous une pression extrême. Marie se souvenait de petits gestes de courage et de compassion parmi les disparus. Chaque détail humain rendait le mystère plus palpable, tandis que les personnages du présent devaient trouver un équilibre entre logique, intuition et empathie pour faire progresser le récit. La complexité s'accrut lorsque François découvrit des traces de provisions dissimulées dans des grottes voisines. Cela laissait supposer que certains disparus avaient survécu plus longtemps que ne le laissait entendre la version officielle, et que des indices avaient été délibérément laissés pour les générations futures. Chaque découverte ajoutait de la tension et ouvrait de nouvelles perspectives, alimentant le conflit central et reliant les intrigues secondaires liées à la survie, à l'enquête historique et à l'observation du terrain. Au final, l'équilibre entre les personnages, les intrigues secondaires et le conflit principal a tissé un réseau complexe. François affrontait l'inconnu, le village organisait les secours et surveillait les conditions météorologiques, Anne analysait les informations et les dilemmes éthiques, et Luc guidait les itinéraires grâce à sa connaissance directe de l'expédition initiale. Chaque action avait des conséquences directes, et chaque interaction ajoutait des nuances de suspense et de complexité au récit, préparant le terrain pour le tournant décisif à venir. Le ciel était lourd, teinté de gris et de violet, lorsque François se décida enfin à se diriger vers la partie la plus reculée du versant. Le vent glacial dispersait des particules de neige et de glace, et chaque pas exigeait une extrême prudence. L'ULM demeura à l'aire d'atterrissage improvisé, protégé uniquement par le courage et la prudence calculée du pilote. Mais ce qu'il allait y découvrir allait bouleverser sa perception de la disparition de 1990 et de la montagne elle-même. Au détour d'un virage serré, François aperçut une grotte dissimulée derrière un éperon rocheux. De prime abord, elle ressemblait à une simple crevasse naturelle, mais en s'approchant, il remarqua des traces récentes, des empreintes de pas, des vestiges d'équipements modernes et un feu de camp éteint qui exhalait une odeur de bois fraîchement brûlé. Le cœur de François s'emballa. Il n'était pas seul. Quelqu'un avait vécu là, probablement à l'affût, et n'avait jamais été aperçu jusqu'à présent. La tension atteignit son paroxysme, tandis que tout ce qu'il savait du passé commençait à se heurter au présent. En pénétrant prudemment dans le lieu, il découvrit des traces qui semblaient défier le temps, des objets de l'expédition de 1990, conservés intacts, et des signes indiquant que quelqu'un avait appris et reproduit des techniques de survie de cette époque. Mais la véritable surprise fut la découverte par François d'un journal intime, ficelé avec une corde solide et partiellement protégé de l'humidité. Les pages, encore lisibles, révélaient une information bouleversante. L'un des 4 disparus avait survécu plus longtemps qu'on ne l'imaginait, mais avait choisi de rester caché.
Julien, le chef d'expédition, avait planifié une existence secrète, vivant en isolement total, étudiant la topographie et s'assurant que personne ne puisse le retrouver sans affronter des épreuves extrêmes. François sentit l'adrénaline le submerger. Les indices indiquaient qu'il avait non seulement découvert un survivant, mais aussi quelqu'un qui, de son propre chef, était devenu le gardien d'un secret. Chacune des décisions de cet individu avait façonné la structure improvisée, les signes et la logique apparemment énigmatique que François s'efforçait de déchiffrer. C'était comme si la montagne possédait un code, et que Julien était le seul capable de l'interpréter et de le manipuler. Au village, Marie et Pierre remarquèrent de subtils changements dans les communications radio avec François. Des bruits étranges, des interruptions inexplicables, et de brefs mouvements furtifs au loin indiquaient qu'une autre personne les observait, surveillant chacun de ses gestes. L'intrigue secondaire de surveillance et de protection prit une importance capitale au moment décisif. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver des survivants ou des documents historiques, mais d'interagir avec un être humain qui avait érigé la survie en art et la solitude en stratégie. Anne, la journaliste, recevait des informations fragmentaires des photos envoyées par François. Elle commença à déceler des schémas insoupçonnés, la présence de signes qui non seulement guidaient, mais aussi mettaient à l'épreuve l'observatrice. Les messages de Julien n'étaient pas de simples codes de survie, c'étaient des pièges subtils, conçus pour tester la patience, l'attention et l'adaptabilité. Cette histoire, qui durait depuis 15 ans, se transformait en un jeu intellectuel et physique, où le moindre faux pas pouvait être fatal. En explorant l'intérieur de la grotte, François perçut un mouvement soudain dans l'ombre. Une silhouette élancée émergea à demi dissimulée, observant sans se dévoiler entièrement. La tension était à son comble. Le protagoniste devait affronter non seulement les dangers naturels de la montagne, mais aussi un être capable de manipuler l'environnement, le temps et la perception de quiconque s'approchait. Chaque pas de François était calculé, chaque respiration mesurée, car le moindre geste brusque risquait de rompre le fragile équilibre qui maintenait la présence de Julien secrète. Ce tournant révéla aussi des conflits intérieurs. François dut affronter des peurs profondes et son instinct de survie. L'adrénaline monta en flèche, et le récit, sans recourir à de longs monologues, transmit au lecteur un sentiment d'urgence. Il comprit que le courage seul ne suffisait pas. Il lui fallait de l'intelligence, de l'observation et la capacité d'anticiper les mouvements de quelqu'un qui avait survécu des années durant dans des conditions extrêmes. Pendant ce temps, au village, Marie organisait des équipes de soutien conscientes que la découverte pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Pierre coordonnait les positions stratégiques, planifiant les points d'observation et les voies d'évacuation possibles. Anne s'efforçait de construire un récit cohérent, aux prises avec des dilemmes éthiques et la nécessité de protéger des vies. Ce tournant décisif unissait passé et présent, montagne et village, survie physique et stratégique, créant une tension et une complexité croissante qui accentuaient le suspense et l'imprévisibilité du récit. De retour dans la grotte, François finit par retrouver Julien. La rencontre ne fut pas immédiate. D'abord, seulement des traces et des indices, puis une apparition partielle, presque spectrale. Julien avait le regard attentif, une posture rigide et des mouvements calculés. Il observait François depuis l'ombre, analysant chacun de ses gestes comme s'il s'agissait d'une épreuve. Le lecteur comprend alors que le tournant n'est pas seulement la découverte d'un survivant, mais le début d'une confrontation intellectuelle et psychologique, où chaque personnage doit s'adapter à l'environnement et à l'autre. L'impact émotionnel fut profond. François ressentit simultanément peur, admiration et tension. Julien incarnait le passé, la survie à l'extrême et l'adaptation maximale à l'environnement. Le conflit n'était plus seulement physique ou naturel, il était humain, psychologique et moral. Les choix de François, avancer, se révéler ou se retirer, auraient des conséquences immédiates et profondes, tant pour lui que pour le récit lui-même. Ce tournant décisif a ancré le récit de survie dans le temps et l'imaginaire. La disparition de 1990 n'était plus seulement un mystère historique,
mais une histoire vivante où le présent se mêlait au passé et où les décisions humaines façonnaient le destin de chacun. La tension et l'imprévisibilité atteignirent leur paroxysme, créant le contexte idéal pour aborder les thèmes suivants: conséquences, dépassement des obstacles et dénouement. La révélation de Julien comme survivant a non seulement bouleversé François, mais a aussi instantanément transformé la perception que chacun avait du passé et du présent de la montagne. Chaque pierre, chaque sentier, chaque construction de fortune prit un sens nouveau. François comprit que toutes les preuves découvertes jusqu'alors, traces, empreintes et outils, n'étaient pas de simples vestiges d'une survie extrême, mais faisaient partie d'un plan délibéré, soigneusement orchestré par Julien pour éprouver quiconque oserait s'en approcher. Le premier effet visible fut psychologique. François sentit son cœur s'emballer, non plus seulement à cause du risque physique, mais aussi à cause de la tension liée à l'interaction avec quelqu'un qui avait fait de l'isolement une stratégie. Chaque pas devenait calculé. Il ne s'agissait plus seulement de se déplacer ou d'observer, mais de comprendre les intentions de Julien, d'interpréter ses comportements et de réagir de manière à ne pas mettre sa propre vie en danger. La présence d'un être humain adapté à l'environnement à un niveau extrême transformait la montagne de défis naturels en une arène de stratégie psychologique. Pendant ce temps, au village, Marie et Pierre devaient faire face à leurs propres conséquences. La nouvelle de la découverte de François leur parvenait au compte-gouttes par la radio. Chaque fragment ne faisait qu'accroître leur angoisse. Si Julien était effectivement un survivant, toute tentative de sauvetage exigerait une extrême prudence. Le risque de provoquer une réaction imprévisible de sa part compliquait la planification, et chaque décision devait concilier sécurité physique et considération éthique. Anne, en analysant les photos et les notes envoyées par François, commença à percevoir l'impact humain d'une survie prolongée. Le journal de Julien révélait à la fois intelligence et vulnérabilité. Celui qui avait survécu 15 ans en isolement portait encore les stigmates du traumatisme, de la peur et d'une adaptation extrême. Cela créait un dilemme moral dans le récit. La survie maximale exigeait non seulement force et habileté, mais aussi des choix qui pouvaient paraître cruels ou énigmatiques à ceux qui n'avaient jamais connu de situations extrêmes. De retour sur la montagne, François se montra d'une extrême prudence. Il comprit que toute tentative d'interaction directe risquait de rompre le fragile équilibre que Julien avait maintenu pendant des années. Le survivant n'avait pas besoin de François, mais François devait comprendre Julien pour percer le mystère et assurer sa propre sécurité. Chaque mouvement, chaque geste, chaque décision d'avancer ou de reculer avait des conséquences directes. La tension narrative était palpable, et le lecteur sentait que la survie dépendait désormais autant de l'intelligence que du courage. Les relations entre les personnages secondaires ont également évolué. Luc, l'alpiniste à la retraite, a commencé à réfléchir à ce que signifiait la survie en milieu extrême. Les aptitudes physiques étaient importantes, certes, mais l'adaptation psychologique, la patience et la capacité à interpréter les signaux étaient tout aussi essentielles. Marie et Pierre ont réorganisé leur stratégie de surveillance et de positionnement, comprenant que tout contact avec François et Julien pouvait transformer la montagne en un terrain de prise de décision tactique, où chaque action aurait des répercussions immédiates. Tandis que François étudiait les signes laissés par Julien, il commença à percevoir une logique plus profonde. Julien n'avait pas seulement survécu, mais avait transformé la montagne en un véritable parcours du combattant pour tout intrus. Chaque structure improvisée, chaque marque au sol, chaque fragment de code avait une fonction, un but. Cela créait une tension supplémentaire, car François devait interpréter ces signes rapidement et avec précision. Une erreur pouvait mettre sa vie en danger ou compromettre le déroulement du récit. L'impact émotionnel se manifestait aussi de façon subtile. François éprouvait de l'empathie pour Julien, mais se méfiait en même temps de l'imprévisibilité du survivant.
Chaque geste, chaque hésitation, chaque observation complexifiait leur relation. Le récit révélait non seulement un conflit physique, mais aussi un conflit psychologique, mettant à l'épreuve les limites, les loyautés et la compréhension humaine face à l'inconnu. De plus, la découverte eut des répercussions sur des intrigues secondaires. Anne, au village, s'interrogeait sur les risques liés à la divulgation d'informations. Publier des détails pouvait mettre François en danger, mais taire l'information nuirait à la compréhension du mystère par le public. Luc devait reconsidérer ses souvenirs et apporter des conseils stratégiques sans interférer directement dans la relation entre François et Julien. La tension narrative se multipliait, illustrant comment une simple découverte pouvait avoir des répercussions à plusieurs niveaux. Au fil de la journée, la présence de Julien se fit plus manifeste. De petits mouvements, des ombres aperçues au loin, de subtils signes d'interaction commencèrent à apparaître. François comprit qu'il devait adapter son approche. Il n'était plus un explorateur solitaire, mais un acteur d'une danse complexe d'intelligence, d'adaptation et de survie. Chaque action devait être mûrement réfléchie, chaque pas testé, chaque décision pesée. Le récit montrait l'évolution du protagoniste face au conflit, non par de longs monologues, mais par l'action, la réaction et l'interprétation de son environnement. Le conflit, tant extérieur qu'intérieur, s'intensifiait simultanément. François devait concilier l'urgence de la découverte et sa propre sécurité, tandis que Julien pesait le pour et le contre. Marie, Pierre et Anne, à distance, en ressentaient les effets, réagissant à des informations fragmentaires, interprétant des signes et prenant des décisions susceptibles de changer le cours des événements. Le suspense était à son comble. La moindre erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses, tant physiques qu'émotionnelles. Les conséquences se reflétaient également dans la compréhension historique et culturelle du récit. L'histoire de 1990, désormais liée au présent, montrait comment la survie extrême pouvait façonner les choix éthiques, les stratégies et les relations humaines. Julien n'était pas seulement un survivant physique, il était le gardien du savoir, de la culture et des souvenirs accumulés pendant 15 années d'isolement. Chaque personnage devait saisir toute la portée de cette expérience pour agir en conséquence. Au final, François comprit que la survie et la découverte n'étaient pas des événements isolés, mais le fruit d'un équilibre subtil entre capacité physique, intelligence émotionnelle, perception et patience. Ce tournant avait transformé le récit. Le conflit ne se limitait plus à l'exploration de la montagne ou au déchiffrage de signes. Il impliquait des interactions humaines complexes, des choix éthiques, des stratégies de survie et l'interprétation du passé. Chaque conséquence observée intensifiait le suspense et préparait le terrain pour la phase suivante, le dépassement des difficultés et la croissance personnelle. Le soleil matinal effleurait à peine les pentes d'écrin lorsque François comprit que chaque décision prise jusqu'alors n'avait été qu'un échauffement. Sa rencontre avec Julien lui avait appris que la montagne ne pardonnait ni l'ignorance, ni l'impulsivité. Chaque pas, chaque geste, chaque analyse était une épreuve de patience, de perception et d'intelligence. Mais le défi était désormais plus profond. François devait dépasser ses capacités physiques, maîtriser des stratégies psychologiques et comprendre la logique de survie que Julien avait développée au cours de 15 années d'isolement. La première épreuve survint lorsque François réalisa que le terrain sous la grotte était instable. Des pierres instables, de la neige accumulée et des avalanches silencieuses transformaient le chemin en un labyrinthe mortel. Chaque décision exigeait rapidité de réflexion et d'anticipation. Il commença à appliquer des méthodes qu'il avait jusque-là ignorées, observer la disposition des pierres, interpréter les signaux subtils de Julien, prévoir les changements météorologiques. Chaque réussite renforçait sa confiance, chaque erreur engendrait un apprentissage immédiat. Le récit montrait une progression par l'action et non par de longues réflexions, maintenant ainsi un rythme soutenu et une tension palpable. Julien,
observant à distance, semait des défis indirects, de petits indices sur le terrain, de subtiles modifications des codes de survie ou des changements dans la structure improvisée indiquaient à François qu'il devait anticiper. Il ne s'agissait pas seulement de force physique ou de courage, mais aussi d'adaptation intellectuelle. Le lecteur sentait que le protagoniste évoluait, développant des compétences qui transformaient chaque obstacle en une occasion d'apprendre et une preuve de sa progression personnelle. Au village, Marie et Pierre remarquèrent des changements dans le comportement de François. Ses observations étaient plus précises, il anticipait les risques avec plus de lucidité et comprenait des schémas qui lui semblaient auparavant aléatoires. Anne, analysant données et photos, perçut une évolution tactique et émotionnelle. François n'était plus seulement un explorateur ou un journaliste, il était devenu un stratège, capable d'interpréter non seulement la nature, mais aussi les intentions de Julien. Cette progression créa une tension palpable et un intérêt grandissant, chaque étape devenant à la fois imprévisible et exaltante. Alors que François progressait sur le terrain escarpé, il devait relever des défis physiques qui mettaient son endurance à rude épreuve. À chaque ascension, chaque passage sur neige instable, chaque falaise, il lui fallait appliquer tout ce qu'il avait appris, la perception des signes, l'équilibre mental et physique et la capacité d'improviser. Julien observait sans intervenir directement, mais en lui distillant des indices subtils qui renforçaient son apprentissage. Ce type d'épreuve, révélant une transformation progressive et continue, maintenait l'intérêt du lecteur et l'intensité du récit. La croissance n'était pas seulement physique ou stratégique. François développa également une compréhension émotionnelle. Il commença à interpréter les motivations de Julien, la peur, la prudence, le désir de garder des secrets, et comprit que survivre en montagne exigeait non seulement des compétences, mais aussi de l'empathie et la capacité de comprendre autrui. Cette évolution ajouta des dimensions psychologiques, enrichissant le récit et rendant le conflit plus complexe et réaliste. Dans un passage crucial, François devait traverser une zone où la neige dissimulait de dangereuses crevasses. Le chemin, en apparence simple, était en réalité semé d'embûches. Il appliqua des techniques déjà observées dans les signaux de Julien, estimation des distances, interprétation des signaux sonores et répartition stratégique du poids. Chaque pas était calculé, témoignant non seulement d'une grande habileté physique, mais aussi d'un raisonnement aiguisé. Cet épisode souligna l'évolution manifeste du protagoniste, sans recourir à de longues explications, ni à des monologues intérieurs. Entre-temps, Julien décida de dévoiler davantage son plan. Sans s'exprimer directement, l'organisation des structures et des signaux permit à François de déchiffrer ses intentions et ses stratégies. Cette interaction indirecte renforça la progression du protagoniste, compréhension des schémas, anticipation des actions et adaptation constante. Le récit véhiculait l'apprentissage, la résilience et l'évolution par les actes et non par des explications verbales. Le climat montagnard mit François à l'épreuve de manière inattendue. Vent soudain, variations de température brutales et glissements de terrain mineurs l'obligèrent à prendre des décisions instantanées. Chaque défi physique exigeait une adaptation immédiate, et chaque choix judicieux consolidait son évolution. La survie cessa d'être instinctive. Elle devint stratégique, intellectuelle et émotionnellement complexe. François commença à mettre en pratique toutes les compétences acquises. L'observation de la nature, l'interprétation des signes, le raisonnement logique, l'empathie et l'endurance physique. Chaque décision était désormais le fruit de son apprentissage. Il comprit que la montagne n'était pas seulement un obstacle, mais un maître exigeant, et que Julien, son élève le plus assidu, recelait des leçons précieuses dans chaque pierre et chaque ombre. La pression du temps demeurait forte et d'épais nuages menaçaient d'orage. François mit néanmoins en pratique tout ce qu'il avait appris. Anticiper les risques, improviser un abri, évaluer les itinéraires alternatifs et communiquer efficacement avec le village. Chaque action témoignait d'une transformation et d'une progression visible.
entretenant le suspense et préparant le terrain pour le dénouement imminent. Au terme de cette journée de marche, François atteignit un point culminant du versant qui lui offrait une vue imprenable sur la zone où Julien se cachait. Il déchiffra les schémas de déplacement, anticipa les mouvements et élabora des stratégies pour interagir avec le survivant en toute sécurité. Cette réussite, à la fois physique, émotionnelle et intellectuelle, témoignait de la profonde évolution du protagoniste depuis le début du récit. L'apprentissage et la résilience de François étaient manifestes. Il avait non seulement survécu aux épreuves naturelles, mais aussi aux mystères de la nature, interprétant les signes, anticipant les stratégies et conservant son équilibre émotionnel sous une pression extrême. Le récit témoignait d'une progression constante, préparant le terrain pour le sujet suivant. Préparation au point culminant tout, toutes les compétences et connaissances acquises seraient mises à l'épreuve ultime. Le ciel commençait à s'assombrir de nouveau, d'épais nuages recouvrant la vallée des écrins comme un lourd manteau. François savait que le dénouement imminent exigerait bien plus que du courage. Chaque décision, chaque pas, chaque interprétation des signes serait cruciale pour survivre et comprendre l'ampleur du mystère qui entourait Julien. La montagne, plus que jamais, semblait vivante, observant, évaluant chaque action, huant. François repassa mentalement tout ce qu'il avait appris. Les traces laissées par Julien, les anciennes marques de l'expédition de 1990, la logique des structures improvisées, les signes subtils de l'environnement et les stratégies de survie physique et psychologique. Il ne se contentait plus d'observer le terrain. Il commençait à anticiper les mouvements, à comprendre les intentions et à planifier ses interactions avec Julien, prédisant ses réactions et les pièges potentiels. La tension montait à chaque pas, chaque décision ayant des conséquences directes. Pendant ce temps, au village, Marie procédait aux derniers préparatifs. Elle vérifiait une dernière fois les provisions, le matériel de communication, les vêtements chauds et les cartes détaillées. Pierre, quant à lui, examinait les itinéraires alternatifs et les points d'observation stratégiques afin de pouvoir corriger rapidement toute erreur de François. Anne, analysant les informations récentes, comprenait que son rôle serait de consigner précisément chaque événement sans interférer dans les stratégies du protagoniste, mais prête à intervenir en cas de danger réel. La première difficulté survint lorsque François dut traverser un passage où la neige accumulée dissimulait de profondes crevasses et des rochers instables. Le vent soufflait fort, rendant son équilibre précaire et la visibilité réduite. Il mit en pratique tout ce qu'il avait appris sur l'analyse du terrain, l'anticipation des risques et l'observation des indices. Il utilisa de petites pierres pour tester la stabilité du sol. Des mouvements calculés lui permirent de répartir son poids en toute sécurité et des pauses stratégiques lui permirent d'observer les changements subtils de son environnement. Chaque action témoignait de sa progression et de sa préparation pour la suite. Julien, observant la scène à distance, accentuait la complexité de l'épreuve. Panneaux nouvellement placés, objets déplacés et subtiles modifications des structures indiquaient que François devait interpréter chaque détail avec précision. Il ne s'agissait plus seulement de traverser un terrain difficile, mais de comprendre la logique, l'intuition et la stratégie du survivant. La tension narrative montait d'un cran, car la moindre erreur pouvait mettre François en danger ou compromettre ses futures interactions avec Julien. Les intrigues secondaires se sont également imbriquées. Luc, l'alpiniste retraité, prodiguait des conseils stratégiques, rappelant à François les pièges naturels et les points de repère essentiels, tandis que Marie et Pierre surveillaient l'approche de l'ULM, maintenant la communication et veillant à ce qu'aucune situation critique ne passe inaperçue. Anne analysait les signaux et les enregistrements de Julien, anticipant les schémas qui pourraient émerger lors d'un contact direct. Chaque intrigue secondaire renforçait le conflit principal et ajoutait des niveaux supplémentaires de tension et d'imprévisibilité. La complexité s'accrut lorsque François découvrit la seconde structure de fortune, partiellement dissimulée par des rochers et de la glace.
Des signes évidents du passage récent de Julien étaient visibles, des traces de petits feux de camp éteints et des agencements de pierres indiquant un mouvement. Le protagoniste comprit que chaque interaction future serait une épreuve, et que la compréhension de ces schémas était cruciale pour survivre et percer le mystère. Le récit conservait un rythme soutenu, alternant action, observation et tension psychologique sans long silence ni digression. François devait aussi composer avec le temps. La tempête qui approchait imposait des décisions rapides, mais réfléchies. Chaque étape nécessitait de trouver un équilibre entre risque physique, stratégie et l'interprétation psychologique de Julien. Le vent portait des signaux subtils, neige qui se déplaçait, bruit de pierre, ombre mouvante, et chacun exigeait la plus grande attention. Il comprit que le dénouement ne se résumerait pas à une seule action décisive, mais serait le fruit d'une combinaison de stratégies, d'apprentissages accumulés et d'une compréhension profonde de l'environnement et de l'autre survivant. Au fil de sa progression, François commença à relier tous les éléments, les traces anciennes de l'expédition de 1990, les indices laissés par Julien, les schémas comportementaux observés lors des interactions récentes et l'analyse du terrain. Il comprit que le dénouement exigerait non seulement du courage et des compétences physiques, mais aussi une interprétation précise des signes, une fine compréhension psychologique et une planification méticuleuse. Le lecteur ressentait la tension croissante, sachant que chaque détail préparé depuis le début du récit allait être mis à l'épreuve. Les conditions météorologiques se dégradaient. Neige, vent et visibilité changeante transformaient le terrain en une véritable épreuve d'endurance. François, fort de son expérience face aux défis et à la progression, élabora des stratégies, pauses calculées, itinéraires alternatifs, interprétation des panneaux, observation des ombres et des mouvements. Chaque décision témoignait d'une avancée visible, d'une préparation mentale et physique en vue de l'affrontement final avec Julien. Pendant ce temps, au village, Marie et Pierre coordonnaient les renforts à distance, prêts à intervenir si la situation devenait critique. Anne, analysant les données, identifiait des schémas pouvant révéler les prochains mouvements de Julien et communiquait les informations essentielles sans s'immiscer directement. Cette intégration entre personnages secondaires et principaux créait de multiples tensions, maintenant le rythme, le suspense et la complexité du récit. François commença lui aussi à tester ses limites, effectuant de petites incursions près de la position de Julien, observant ses réactions, notant ses comportements et ajustant ses stratégies. Chaque action renforçait sa confiance, mais aussi le risque. Il lui fallait trouver un équilibre entre progression et sécurité, interprétant les intentions sans contact direct. Le récit montrait une progression et une évolution stratégique, préparant le terrain pour le point culminant sans reproduire les obstacles précédents. Au dernier moment, avant le dénouement, François avait rassemblé toutes les informations. La topographie des montagnes, les signaux de Julien, les stratégies de survie apprises et les recommandations du village. Il était prêt à interagir directement avec le survivant, conscient que chaque action à ce stade serait cruciale. La tension était à son comble, car le dénouement impliquerait non seulement une confrontation physique, mais aussi de l'interprétation, de la stratégie, de l'adaptation et des choix moraux susceptibles de bouleverser complètement le cours de l'histoire. Chaque personnage avait sa place, chaque intrigue secondaire était consolidée, chaque leçon appliquée. Le récit préparait le lecteur à la séquence finale, le point culminant de l'histoire où la combinaison d'une survie extrême, d'intelligence, de courage et d'adaptation allait définir non seulement le destin de François, mais aussi la conclusion de 15 années de mystère et la résolution de tous les conflits, présents et passés. Le vent de montagne hurlait comme un prédateur, charriant neige et glace en rafales cinglantes qui aveuglaient presque François. Il avançait prudemment sur les rochers instables, chaque pas calculé, chaque respiration mesurée. La grotte où Julien s'était caché se trouvait devant lui, partiellement dissimulée par les ombres et des débris récents. Mais désormais,
Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Chaque seconde comptait, et la moindre erreur pouvait signifier l'échec ou la mort. Le dénouement de l'histoire commençait. François aperçut la silhouette de Julien dans l'ombre, observant chacun de ses mouvements avec une attention soutenue et une posture calculée. Le survivant n'était pas seulement d'une agilité physique remarquable, son esprit était en alerte maximale, et chaque indice du terrain était interprété et manipulé pour mettre François à l'épreuve. Le protagoniste ressentit une vague de tension mêlant crainte, admiration et respect. Il ne s'agissait pas seulement d'affronter la montagne ou l'inconnu, mais d'interagir avec quelqu'un qui avait élevé la survie au rang d'art, après 15 années d'isolement. La première épreuve physique survint lorsqu'une petite avalanche se déclencha soudainement au-dessus de la falaise. François réagit instinctivement, glissant en arrière, s'agrippant au rocher et cherchant son équilibre. Julien observait à distance, sans intervenir, mais chacun de ses mouvements semblait calculé pour tester la réaction du visiteur. La tension montait. La survie dépendait autant de la rapidité physique que de la capacité à analyser stratégiquement l'environnement et les intentions de l'autre. À mesure que François avançait, Julien se mit à bouger de façon imprévisible. Chaque geste semblait une chorégraphie savamment orchestrée, des signaux subtils, des ombres qui disparaissaient et réapparaissaient, de légères modifications dans la disposition des objets et des pierres. Le protagoniste devait interpréter chaque détail, mobiliser toute l'expérience acquise les jours précédents et anticiper les mouvements sans commettre d'erreur. L'action intense imposait un rythme effréné et un suspense haletant. Sans temps mort, ni longues explications. Au village, Marie et Pierre suivaient tout par radio. Chaque bribe d'information accroissait la tension. François était proche, mais le danger était grand. Anne analysait les schémas, envoyait des instructions stratégiques, aidant à anticiper les mouvements possibles de Julien, sans toutefois intervenir directement. L'intégration des personnages conférait au dénouement une dimension multiple, non seulement physique, mais aussi psychologique, stratégique et émotionnelle. La confrontation directe commença lorsque François pénétra dans la zone centrale de la grotte. Julien apparut dans la lumière d'une ouverture, sa présence imposante et son calme, contrastant avec la tension électrique qui régnait dans les lieux. Aucun mot ne fut échangé immédiatement. La confrontation se déroula en silence, fondée sur l'observation, l'interprétation des signes et une préparation stratégique. Le lecteur ressentait chaque battement du cœur du protagoniste, chaque instant de danger et l'imprévisibilité de ce qui allait suivre. Julien lança un défi indirect. Des pierres, placées stratégiquement, tombèrent sur François, l'obligeant à esquiver, à faire preuve d'équilibre, à anticiper leur trajectoire et à réagir promptement. C'était l'épreuve ultime de ses capacités physiques, de son intelligence et de son sens de l'observation. François mit en pratique tout ce qu'il avait appris. Observation du terrain, interprétation des schémas, anticipation des mouvements, et parvint à s'en sortir indemne. Le point culminant n'était pas qu'une simple confrontation physique. C'était une démonstration de maturité, de dépassement des obstacles et de maîtrise des compétences acquises tout au long du récit. La tension psychologique atteignit également son paroxysme. François comprit que Julien avait prévu non seulement des épreuves physiques, mais aussi stratégiques et émotionnelles, des signaux contradictoires, des itinéraires alternatifs mettant à l'épreuve la patience et la confiance, des changements soudains d'environnement exigeant des décisions instantanées. Chaque choix avait désormais des conséquences directes et immédiates, et la moindre hésitation pouvait mener au désastre. Alors que François s'approchait, Julien prit enfin la parole, d'une voix ferme mais calme, empreinte d'années d'expérience et d'isolement. Il expliqua la logique de sa survie, les raisons de sa clandestinité et les épreuves qu'il avait préparées pour tout intrus. Le dialogue fut bref, direct et riche de sous-entendus, jamais répétitif, mais d'une force intense. Chaque mot soulignait la maturité de François et la complexité du défi qu'il devait relever.
L'ultime épreuve physique survint lorsque François dut traverser un passage instable de la grotte où rochers et glaces menaçaient de céder à tout instant. Julien observait, analysant chacun de ses pas. François fit preuve d'une grande vivacité d'esprit, d'une expérience acquise et d'une stratégie de déplacement apprise au fil des jours passés à surmonter les difficultés. Chacune de ces actions témoigna non seulement d'une grande maîtrise physique, mais aussi d'une intelligence émotionnelle et d'une compréhension du raisonnement de Julien. Au moment décisif, François parvint à rejoindre Julien sans provoquer d'accident, faisant preuve d'une grande précision, de patience et de courage. Le point culminant du récit fut marqué non seulement par une action intense, mais aussi par l'interaction complexe entre les protagonistes, fruit de l'évolution de François et de l'expérience de Julien. La tension narrative atteignit son paroxysme, offrant au lecteur émotion, imprévisibilité et une résolution logique et satisfaisante du conflit central. Finalement, François et Julien restèrent silencieux quelques instants, s'observant mutuellement. L'adrénaline retomba peu à peu et une compréhension mutuelle s'installa. Tous deux avaient repoussé leurs limites, surmonté des épreuves extrêmes et atteint un point de respect et de reconnaissance. Le point culminant du conflit principal fut marqué par une transformation visible du protagoniste, la résolution des tensions physiques et psychologiques et la préparation aux conséquences finales et à la conclusion de l'histoire. Le soleil commençait à se lever derrière les montagnes, teintant écrin de nuances dorées et rosées. La tension qui avait marqué les derniers jours laissa place à un silence chargé de sens. François demeurait auprès de Julien, observant les constructions de fortune, les codes de pierre et les signes soigneusement disposés au fil des ans. Chaque détail qui avait paru énigmatique auparavant révélait désormais une logique, une intelligence et une stratégie de survie qui dépassaient l'entendement. L'impact émotionnel sur François fut profond. Il avait affronté la montagne, l'isolement et l'énigme humaine, évoluant physiquement, stratégiquement et émotionnellement. Chaque action durant le voyage, de l'interprétation de signes subtils à l'anticipation des mouvements de Julien, lui procurait un profond sentiment d'accomplissement. Le protagoniste non seulement avait survécu, mais il avait aussi compris toute la portée de cette expérience. Le récit montrait une croissance visible, un apprentissage acquis et un respect mutuel, bouclant ainsi l'arc narratif central du développement du personnage. Julien, de son côté, vivait une rare ouverture émotionnelle. 15 années d'isolement extrême avaient érigé des barrières de confiance et d'interaction sociale. L'arrivée de François représentait non seulement un défi physique et stratégique, mais aussi l'occasion de partager des connaissances, des expériences et une part de lui-même restée cachée jusque-là. Le lecteur perçoit que le point culminant n'est pas simplement une question de survie, mais de réconciliation émotionnelle, de compréhension et de respect entre deux êtres forgés par l'adversité. Au village, Marie et Pierre célébrèrent discrètement le succès de l'opération. Chaque décision prise avec soin, chaque plan stratégique et chaque surveillance attentive avaient permis à François de survivre et de retrouver Julien sans incident fatal. Anne rassembla les informations, observant la convergence des événements passés et présents, et tissa un récit cohérent, riche et poignant. La fin réunissait tous les personnages, montrant que la survie de François et les révélations de Julien n'étaient qu'une partie d'un réseau complexe de décisions, de préparatifs et de courage. Les intrigues secondaires ont été résolues de façon satisfaisante. Les détails de l'expédition de 1990 ont été clarifiés. Les disparus ont non seulement affronté les éléments, mais ont aussi mis au point des systèmes de survie et de communication qui ont permis aux signaux de rester intelligibles 15 ans plus tard. Françoise a compris les codes, les intentions et la logique de chaque action de Julien, ce qui a permis de consolider le récit en une histoire cohérente et sans lacunes importantes. Le récit abordait également la souffrance psychologique et émotionnelle, engendrée par un isolement prolongé. François comprit que la survie n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, stratégique et éthique.
Julien incarnait l'apogée de l'adaptation humaine, physique, mentale et émotionnelle. Le protagoniste assimila ses leçons, saisissant l'importance de la patience, de l'observation, de l'intelligence et de l'empathie dans les situations extrêmes. Chaque enseignement du dénouement trouvait alors un écho dans la conclusion, illustrant l'évolution et la transformation. Le lecteur aperçut le dénouement des conséquences de ce tournant. François avait surmonté des épreuves complexes, survécu à des conditions extrêmes et côtoyé un être humain hors du commun. Chaque action a eu des répercussions sur les intrigues secondaires, les personnages secondaires et le récit historique. L'équilibre entre la résolution du conflit, la tension émotionnelle et l'intégration des intrigues secondaires a permis d'aboutir à une conclusion riche et satisfaisante, cohérente avec la trajectoire construite tout au long de l'histoire. François et Julien longeaient lentement le flanc de la colline, observant les signes et les traces du passé. Julien montrait de petits abris, des codes de survie et des stratégies de conservation qui lui avaient permis de survivre pendant 15 ans. François absorbait chaque détail, mémorisant les schémas et les stratégies, non seulement en observateur, mais aussi en apprenant. Cet échange consolidait les connaissances acquises et montrait comment l'expérience de Julien pouvait servir de guide aux générations futures ou aux explorateurs, sans pour autant transformer le récit en une exposition répétitive. La tension de la montagne s'apaisa peu à peu. Des vents plus doux, une neige stabilisée et un silence absolu contrastaient fortement avec l'intensité du moment critique. François comprit que chaque épreuve surmontée, chaque décision stratégique et chaque interprétation des signes contribuait à un sentiment d'accomplissement et d'apaisement. Le lecteur comprit que la survie n'était pas seulement physique, mais un véritable parcours d'apprentissage, d'adaptation et de développement personnel. Tandis que François se préparait à retourner au village, Julien demeurait dans son refuge, non sans laisser des traces évidentes de cette expérience, susceptible d'être partagée, étudiée et comprise. Le récit soulignait l'évolution du protagoniste, acquisition de compétences, de résilience et de sens moral, mais aussi respect des limites et des décisions de l'autre survivant. La fin, empreinte d'équilibre, de résolution du conflit et d'une profonde maturité émotionnelle, en disait long. Au village, Marie, Pierre et Anne accueillirent François avec soulagement et une joie contenue. Chacun avait contribué au succès de l'opération, et chaque détail de la planification et de l'observation s'était révélé crucial. L'intégration de tous les éléments, survie, stratégie, interprétation des signes, analyse psychologique et éthique, aboutit à une conclusion cohérente et émouvante, confirmant que l'effort collectif et la compréhension mutuelle étaient aussi importants que le courage individuel. François put enfin tout consigner, non seulement comme un récit historique, mais aussi comme une réflexion pratique sur la survie, l'adaptation et la compréhension de l'être humain en situation extrême. Julien demeura une figure mystérieuse mais respectueuse, veillant à ce que les secrets et les stratégies élaborées pendant 15 ans puissent être compris sans compromettre sa sécurité. Ce dénouement permit d'équilibrer la tension narrative, la résolution émotionnelle et la cohérence avec l'évolution des personnages tout au long du récit. La conclusion abordait également les conséquences à long terme. L'histoire de Julien et François allait transformer notre compréhension de la survie dans la région, servir de référence pour les expéditions futures et souligner l'importance de la planification, de l'observation et de l'adaptation extrême en milieu hostile. Le lecteur comprenait que le dénouement ne se résumait pas à la survie ou à la découverte de mystères, mais qu'il s'agissait d'une véritable évolution humaine, d'un apprentissage stratégique et d'un impact émotionnel durable. Le silence de la montagne renforçait ce sentiment d'accomplissement. Chaque détail résolu, chaque conflit affronté, chaque intrigue secondaire bouclée contribuait à la plénitude du récit. François emportait avec lui non seulement des traces matérielles, mais aussi des expériences, des apprentissages et une compréhension qui allait changer sa vie à jamais.
Julien, bien qu'isolé, demeurait le gardien silencieux du mystère, conscient du rôle déterminant et de l'évolution de François. Des mois plus tard, François retourna à la montagne, cette fois sans hâte, simplement pour ressentir le silence qui lui avait tant appris. Julien demeurait dans l'ombre, observant de loin, vigilant et discret, mais avec une présence presque paternelle. Au village, Marie et Pierre racontaient à voix basse des anecdotes de l'expédition, tandis qu'Anne rassemblait des documents qui pourraient inspirer les générations futures. Le mystère de la montagne persistait, désormais empreint de compréhension et de respect. Quelques secrets demeuraient, laissant planer une atmosphère de curiosité et d'attente. L'histoire n'était pas tout à fait terminée, et la montagne garderait encore longtemps ses énigmes. Si vous avez participé au périple de François et Julien, partagez cette histoire et dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Le courage, la stratégie ou le mystère de la montagne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire de survie et d'aventures extrêmes. Chaque j'aime, commentaire ou partage contribue à faire vivre des histoires incroyables comme celle-ci et encourage de nouveaux explorateurs et conteurs. Découvrez des détails qui pourraient passer inaperçus et laissez-vous inspirer par des leçons d'adaptation, d'intelligence et de résilience. La montagne recèle encore des secrets et vous pouvez prendre part à leur découverte.